S'il y a bien une chose où les simulations que je vois passer sont toutes biaisées, c'est cela. La comparaison entre compte-titre ordinaire et assurance vie. Quand je dis comparaison, c'est la comparaison de la performance nette après fiscalité entre le CTO et l'assurance vie. On va voir dans cette vidéo pourquoi. Alors précisons que je reviendrai sur le cas du PEA après et qu'on ne va pas parler ici des avantages successoraux de l'assurance vie, puisque ce n'est pas ce que font les simulations que j'évoquais. Là, on est bien dans une pure analyse de la fiscalité sur la performance des actions, des ETF, des OPCVM que vous mettez soit en assurance vie, soit en compte-titre ordinaire. Alors pourquoi je dis que les simulations Excel qui comparent CTO et assurance vie et en déduisent qu'en performance après fiscalité, l'un est meilleur que l'autre. Alors parfois c'est le CTO, parfois c'est l'assurance vie, hein, ça dépend des hypothèses prises. Pourquoi je dis qu'elles sont toutes biaisées? Parce que finalement elles ne reflètent pas toujours la réalité. Premier écueil que je vois, souvent quand on prend l'assurance vie, on ne fait pas le retrait qui permet d'éviter la fiscalité sur 4 600 € par an ou 9 200 € pour un couple sur l'assurance vie chaque année. On la fait parfois à la fin, mais en gros, si on utilise bien son assurance vie, il faut la faire chaque année. Alors, certes, ça va vous faire économiser que 12,8%, c'est-à-dire la part impôt de la flat tax, soit 500 € environ par an pour un célibataire ou 1000 € environ par an pour un couple. Alors peut-être qu'un couple qui a 5 millions d'euros de patrimoine ne va pas s'amuser à faire son retrait tous les ans pour gagner 1000 € par an et donc 10 000 € au bout de 10 ans. Par contre, pour quelqu'un qui a sa résidence principale, plus 100 ou 200 000 € de patrimoine financier à côté, et bien finalement, gagner 10 000 € sur 10 ans, ce n'est pas quelque chose de négligeable, et donc logiquement, ils vont le faire s'ils utilisent bien leur assurance vie. Le deuxième écueil qu'on peut voir dans les simulations, c'est que souvent, on a un portefeuille et on le garde sur 15 ans. On n'a aucun arbitrage, aucune rotation de portefeuille, notamment sur le compte titre ordinaire, qui déclencherait pour le coup la fiscalité. Alors ça peut être le cas peut-être sur ceux qui ont vraiment un portefeuille en ETF World et qui ont que cette ligne-là et ne font que ça, mais pour quelqu'un qui a plus de lignes, que ce soit en ETF ou en titre vif, ce n'est pas exactement la réalité. Le troisième écueil, c'est qu'on va prendre une hypothèse de rendement du portefeuille. Et selon l'hypothèse de rendement qu'on prend, ça va soit être favorable à l'assurance vie, soit être favorable au compte titre ordinaire. S'il est moins élevé, ce sera plutôt favorable au compte titre ordinaire, puisque les frais de gestion de l'assurance vie pèseront plus dans un rendement moins élevé et la fiscalité sera moins élevée sur la performance. Et inversement, si le rendement est plus élevé, ça va plutôt tendre à favoriser l'assurance vie. Alors vous allez me dire, il faut prendre dans la simulation le rendement historique des actions. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui vous garantit que ce sera le même sur les 15 prochaines années? Et enfin, le quatrième écueil, c'est qu'on raisonne à flat tax constante, à PFU constante de 30%. Si on fait une simulation à long terme, rien ne garantit qu'il sera encore de 30% dans 15 ans. Alors vous allez me dire, la fiscalité aussi de l'assurance vie peut changer. Oui, je suis d'accord. Alors, mais elle est peut-être quand même un peu plus pérenne que celle sur le compte titre ordinaire, parce que juridiquement, elle est déjà dans un texte de loi séparé. Et surtout, historiquement, elle a changé moins souvent. Et quand elle a changé, elle n'a pas été rétroactive en général sur les versements qui avaient déjà été effectués jusque-là. Ce qui n'était pas forcément le cas quand on a changé la fiscalité classique des valeurs mobilières, donc du compte titre ordinaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que si on fait la simulation avec un pur ETF World, qu'on prend la performance historique qu'on a eue ces dernières années et qu'on fait zéro rotation de portefeuille sur les 15 ans, on va avoir un léger avantage en faveur du compte titre ordinaire pour la performance nette après fiscalité, en supposant que notre flat tax de 30% est constante. Ceci dit, le point d'équilibre entre assurance vie et compte titre ordinaire, il n'est pas si loin que ça. Il faudrait juste quelques pourcentages de plus de taxation de flat tax pour qu'on soit au point d'équilibre entre assurance vie et CTO. Mais en fait, toutes ces simulations, elles sont biaisées. Ça me fait un peu penser, quand on a les simulations immobilières, le fichier Excel ou le simulateur de rendement, il est utile pour se dire si sur un investissement, on y va ou on n'y va pas. Mais par contre, on sait déjà quand on fait la simulation que dans la réalité, ça ne se passera jamais exactement comme ça et les investisseurs immobiliers l'ont sûrement constaté. Et là, c'est un peu différent en fait, parce qu'on n'est pas en train de se dire on y va ou on n'y va pas, on est en train de se dire on a un investissement à faire, est-ce que je le place dans telle enveloppe, le compte titre ordinaire, ou est-ce que je le place dans telle enveloppe, l'assurance vie? Et en fait, là, la question, elle est mal posée. La question qu'il faut se poser, c'est quel actif est le plus pertinent dans quelle enveloppe? C'est pas exclusif.
Vous avez le droit d'avoir un compte titre ordinaire et une assurance vie, voire plusieurs assurances vie. Et vous pouvez répartir vos actifs au sein de chacune des enveloppes. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre au même endroit, hypothèse que font toutes les simulations que l'on voit passer. Donc l'avantage de l'assurance vie, ça va être sa nature capitalisante et son possible report de la fiscalité, notamment sur les rotations de portefeuille, et son inconvénient, ses frais de gestion, qui sont sur les meilleures assurances vie aux alentours de 0,5% de frais de gestion annuels. Alors il faut se demander quel actif on met dans quelle enveloppe. Alors quels sont les actifs qui vont tirer parti des avantages de l'assurance vie? Alors d'abord, vous avez les actions à dividendes élevés, parce qu'elles vous permettent de différer votre fiscalité et de capitaliser finalement le prélèvement fiscal. Alors ça, c'est valable que pour les actions françaises et si votre PEA est plein, parce que sur les actions étrangères, vous n'allez pas pouvoir récupérer le crédit d'impôt. Bon, donc c'est un premier cas, c'est peut-être pas forcément le plus courant si vous avez un PEA qui n'est pas encore plein. Après, vous avez les titres qui sont un peu dans le même caractéristique de dividendes élevés, mais qui ne sont pas éligibles au PEA. Ça va être notamment les foncières, les SCPI. Là, ça peut être intéressant de les mettre dans une assurance vie. Ensuite, les actifs dont vous attendez une performance plus élevée que le World, plus élevée que la moyenne, un ETF Nasdaq par exemple, des actions voilà, type LVMH, type GAFAM, si vous attendez une performance plus élevée que la moyenne d'un ETF World, eh bien, ça va déplacer le point d'équilibre et donc elles vont plutôt être favorables en assurance vie. Moi, j'attendais une performance de mes actions Berkshire Hathaway plus importante que la moyenne. S'il avait été possible de les mettre dans une assurance vie quand je les ai achetées, je les aurais mises dans une assurance vie. Et d'ailleurs, j'en ai mis dans une assurance vie assez récemment. Et enfin, vous devez mettre aussi dans une assurance vie les lignes, les actions, les ETF dont vous anticipez que vous allez faire un rééquilibrage. Par exemple, si vous jouez un secteur, quelque chose sectoriel, voilà, vous dites le secteur du pétrole est assez bas en ce moment, je vais prendre un ETF pétrole. Et par contre, vous savez que vous allez le revendre dans 3-4 ans, en fin de cycle haussier par exemple, et donc vous allez réarbitrer. Et bien là, vous avez intérêt d'être dans votre enveloppe assurance vie, puisque vous n'allez pas déclencher la fiscalité quand vous allez faire un arbitrage, revendre pour acheter quelque chose d'autre. A l'inverse, qu'est-ce qui est intéressant de mettre plutôt dans votre compte titre ordinaire que dans votre assurance vie? Les ETF capitalisants de long terme qui ne déclenchent pas de dividendes, si vous supposez qu'ils ont une performance moyenne type World. Ceux qui finalement performent moins que une moyenne du marché de World, puisqu'on a vu que le point d'équilibre avec une performance World, il était à flat tax actuel légèrement en faveur du CTO. Donc, ce qui performe moins, vaut mieux que ça aille au CTO, typiquement des SICAV monétaires par exemple. Évidemment, tout ce qui n'est qu'accessible en CTO, parce qu'en assurance vie, vous allez avoir beaucoup d'ETF, vous allez avoir les actions des grandes capitalisations, vous allez avoir sur les small cap des OPCVM, mais vous n'allez pas avoir une ligne de telle small cap américaine, française, accessible en titre vif. Donc là, ce sera forcément sur le CTO. Et enfin, les actifs qui peuvent être un peu spéculatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois bien performer, mais aussi faire des moins-values. En gros, vous tentez des coups, parce que dans le CTO, vos moins-values vont être reportables. Elles ne vont pas forcément être reportables dans l'assurance vie, enfin, elles vont compenser vos plus-values, mais si vous actez une moins-value dans le CTO, elle compensera vos plus-values. Sachant que le report des moins-values, c'est quelque chose qui permet d'éviter les prélèvements sociaux. Dans l'assurance vie, on n'évite pas les prélèvements sociaux. Même quand on a les 4600 d'exonération, c'est que sur la part impôt sur le revenu. Donc en fait, c'est un peu tout ça qu'il faut voir et il faut finalement arbitrer les actifs entre CTO et assurance vie selon ce qui est le plus adapté. Alors nous, si on a fait deux hypothèses finalement en disant ça, déjà on a ignoré les intérêts successoraux de l'assurance vie. Si vous les ajoutez, ça peut déplacer parfois l'intérêt vers l'assurance vie. Et enfin, on n'a pas parlé de PEA. Alors le PEA, tout ce qui est éligible au PEA, vous avez intérêt à saturer vos PEA et PEA PME avant d'aller sur le compte titre ordinaire ou sur l'assurance vie. À part peut-être, comme on l'a dit, les actions à dividendes élevés européennes hors France, puisque vous ne récupérez pas le crédit d'impôt sur les dividendes. Mais ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'une assurance vie, ça donne sa pleine mesure qu'après 8 ans après l'ouverture. Et donc, même si vos PEA ne sont pas pleins aujourd'hui, c'est souvent aujourd'hui qu'il faut ouvrir une assurance vie, et même, je dirais, plusieurs assurances vie, puisqu'il y en a qui sont meilleures sur certains aspects que d'autres, pour anticiper et pour que vous l'ayez dans 8 ans quand vos PEA et PEA PME seront pleins. Je vous renvoie notamment à deux vidéos que j'avais fait, une où j'expliquais quelle était la meilleure assurance vie pour investir en SCPI, et l'autre où j'expliquais quelle était la meilleure assurance vie pour investir en ETF et en actions.
Et on voyait justement que ce n'étaient pas les mêmes, ces deux assurances-vie. Donc, vous pouvez avoir intérêt à en ouvrir plusieurs dès aujourd'hui. Je vous mets les deux vidéos que j'avais fait d'ailleurs sur l'analyse de ces deux meilleures assurances-vie dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo mes livres d'investissement immobilier ou bourse pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous mets également dans la description de la vidéo des petits bonus gratuits à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube associée.